Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver. Alors on est hôte de nos hôtes. Euh, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Célestino Xavier. Célestino, bonjour. Bonjour. Et Christian Pansard. Christian, bonjour. Bonjour, Martin. Alors on se connaît bien, ça fait quelques années qu'on se côtoie maintenant. Vous êtes tous les deux à la mission handicap du groupe Accor. Accor, c'est ce fleuron français de l'hôtellerie. Et vous nous accueillez aujourd'hui. C'est Pullman, plus exactement, qui nous accueille. Quand je t'ai appelé, Christian, ce week-end, parce que ça, c'est un bon truc d'hôtellerie, de s'appeler le week-end, d'être 7-7, 24, voilà. Bon, bah déjà, tu m'as répondu, ce qui est vraiment sympa. Merci. Et puis surtout, je t'ai dit, tiens, j'aimerais qu'on enregistre à Paris. Ça serait bien qu'on le fasse avec vous. T'as appelé Pullman, Bercy. Et ils nous ont mis à disposition la suite présidentielle. Rien que ça. Voilà, c'est le minimum qu'on pouvait faire pour ce que tu fais et t'accompagner dans tout ça. C'était un plaisir. En tout cas pour l'hôtel aussi. J'ai vu le directeur en bas qui est heureux de vous accueillir. Mais je trouve que ça vous définit bien, en fait. Ce geste-là définit bien le travail que vous faites à la mission handicap. Alors, la mission handicap n'est pas que dans des suites présidentielles, c'est pas ça que je dis. Mais nous, on s'est rencontrés un an avant les Jeux de 2024. Sur une discussion avec suite à un message que j'avais adressé à Monsieur Bazin en disant faut faire attention à comment on prend en compte le handicap dans l'accueil pendant les Jeux, parce que vous allez avoir une grosse masse de personnes qui vont avoir plein de besoins très spécifiques, et donc il va falloir réfléchir à comment accueillir ces publics. 2 heures après, tu m'appelais. Je me souviens, mais comme si c'était hier, on s'était jamais parlé, et tout de suite, c'était des choses très opérationnelles, avec toujours, oui, des solutions et de l'action. Mais ça, c'est vrai qu'on n'est pas habitué, et on n'est pas habitué à avoir une mission handicap qui intervient sur des sujets en plus d'accessibilité. C'est ça. Alors, le fait de m'appeler un dimanche soir aussi, voilà, Célestino l'avait fait avant. Voilà, je dis, Célestino, quand il était en recherche d'emploi, de travail, etc., voilà, c'est sa détermination qui m'envoyait, je dis, Célestino, les samedis soirs, les 22h, on se contacte lundi, etc. Voilà, c'est une habitude à la mission handicap, effectivement. Et puis d'être réactif aussi. Je pense que plus on saisit les opportunités de ton appel aussi, qui a sonné à nos oreilles un petit peu quand tu parlais de se préparer pour les Jeux olympiques et paralympiques, sur l'accueil des clients en situation de handicap. C'est pas qu'on n'était pas prêt, mais on savait qu'il fallait renforcer les actions parce que voilà, on allait accueillir le monde à ce moment-là et qu'il fallait mettre un plan d'action en place. Et on était en réflexion sur ce moment-là, et c'est cette coïncidence qui fait que on se rappelle tout de suite. Et je me rappelle quand j'ai pris mes responsabilités au niveau de la mission handicap en 2020, voilà, j'avais quelques appels comme ça aussi, et on a créé des partenariats, des liens, etc., qu'on a gardés sur toutes ces années-là. C'est ça aussi qui fait de travailler aussi à la fois de façon réactive comme ça et efficace, mais aussi dans la durée, pour être fidèle aussi aux personnes à nos partenaires. C'est quoi, pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent les hôtels du groupe Accor? Accor, c'est plus de 50 marques dans l'hôtellerie, qui va de l'hôtellerie de proximité au très, très haut de gamme. Là, en l'occurrence, on vit l'expérience haut de gamme, et il y a encore plus haut de gamme chez Accor, on le sait. Vous êtes vraiment à la pointe, mais c'est quoi le rôle d'Accor? Parce qu'en fait, on va dans des hôtels qui s'appellent Pullman, qui s'appellent MGallery, qui s'appellent Novotel, Ibis, etc. Et puis au-dessus, il y a un chapeau qui s'appelle Accor. Si on doit expliquer comment tout ça, ça fonctionne, et comment les décisions se prennent, est-ce que c'est Accor qui décide tout? Est-ce que l'expérience client sur 100% des hôtels, c'est Accor qui la décide? Ou est-ce que c'est un petit peu plus complexe que ça? Accor, c'est 6 000 hôtels, donc présents dans 110 pays. C'est 360 000 collaborateurs, voilà, qui travaillent sous les enseignes Accor dans 48 marques hôtelières, et on a d'autres activités autour complémentaires comme le coworking, la conciergerie, la restauration, etc. Donc c'est
un groupe énorme. On a pu changer il y a quelques années le modèle du groupe Accor, hein, donc puisqu'on avait des hôtels en filiale, voilà, et une société a été créée qui s'appelait à ce moment-là Accor Invest, maintenant S&D, hein, donc qui est maintenant propriétaire des hôtels. Donc on est sur un modèle asset light, comme nos grands concurrents américains. Et ce modèle, on opère les hôtels en franchise ou en gestion, en management d'hôtels. C'est-à-dire qu'il y a des propriétaires des hôtels qui sont les employeurs des collaborateurs qui sollicitent Accor pour donc mettre une enseigne sur l'hôtel et profiter du savoir-faire de Accor. Donc il y a des éléments qu'on va pouvoir mettre en place au niveau des hôtels qui sont les critères des différentes marques qu'il peut y avoir, bien évidemment. Et après, il y a des éléments que décident les propriétaires sur la gestion de leurs équipes, de leurs collaborateurs ou certains aspects. Donc, on vise maintenant à influencer, à argumenter un petit peu les hôtels pour qu'ils puissent adopter les solutions que propose Accor, qui visent à augmenter le nombre de clients qu'ils peuvent avoir dans les hôtels ou le chiffre des affaires sur l'hôtel ou le résultat des hôtels suivant le mode de gestion. Voilà, c'est au quotidien avec le travail de toutes les marques voilà, et de tout le savoir-faire Accor dans tous les domaines, de pouvoir apporter tout cela. Et c'est l'intérêt d'avoir une enseigne d'un grand groupe comme cela. Et puis, je dirais de proposer, tu parlais des marques qui vont du super économique, hein, donc avec les hôtels F1, économiques avec les marques Ibis, le milieu de gamme, avec les hôtels historiques comme Novotel, Mercure, voilà, Pullman ici qui est sur le haut de gamme, et après les hôtels de luxe avec les marques Sofitel, M Gallery, et l'ultra luxe avec les hôtels Raffles, Orient Express, Fairmont, voilà, c'est Orient Express, c'est à vous. oui. Donc là, vous êtes sur l'Orient Express, sur le projet là de relancer tout ça. Oui, Ok. de relancer les trains historiques, voilà, et également des bateaux, des paquebots de luxe à voile qui vont qui sont en fabrication au chantier de Saint-Nazaire et qui vont sortir en 2026. Donc ça va être quelque chose aussi qui s'inscrit dans l'air du temps, mais aussi où on prend un temps d'avance justement sur ces paquebots qui vont être vraiment avec 52 suites de luxe à voile. Donc ça, c'est... Alors écoute, question, le prochain épisode d'Atypique en 2026, on pourra le faire en direct du paquebot, ça sera vraiment génial. Ok, hyper intéressant, en tout cas on voit bien à la fois la densité, la complexité, et moi je comprends mieux la question de la marque versus le bâti, puisque dans le handicap, dans l'accessibilité, parfois on a des sujets qui sont plutôt expérientiels, et puis il y a des sujets qui sont liés au bâti, et donc le bâti, c'est pas forcément, c'est pas toujours chez vous que ça se passe, mais si on entend que vous êtes support à toutes les bonnes idées, toutes les bonnes Nos initiatives. services techniques vont briefer bien sûr l'ensemble du groupe, des choses à mettre en place obligatoirement au niveau du bâti aussi. On a beaucoup travaillé avec S&D et notamment Valérie Widman. J'en profite pour la saluer, Nicolas Brochet de l'équipe maintenance, qui ont géré une mise en conformité des hôtels depuis maintenant plusieurs années. Donc c'est chouette de voir qu'il y a une continuité et des boucles, en tout cas. Ouais, danser sera bien main dans la main pour la cause du client, en quelque sorte, pour améliorer notre service client et de tous les clients. Alors toi, Célestino, c'est quoi ton rôle dans tout ça? Parce que moi, la dernière fois que je t'ai vu, tu étais avec Kylian Mbappé en train de faire des selfies. Après, je t'ai revu à la radio sur un plateau télé. Donc, t'es égérie pour Accor. C'est quand ton job? Moi, je suis chargé de projet de la mission handicap. Ok. Donc, je fais exactement du copier-coller que sont Et non, moi, j'ai deux aspects, l'aspect client. Ok. Ce serait l'accessibilité des hôtels, laquelle des clients c'était handicap. Ok. Comme tu as déjà en parlé. Ok.
Et puis, un autre aspect, c'est le recrutement des personnes en situation de handicap au sein de l'accord pour le siège et pour nos hôtels. Ok. C'est combien de collaborateurs, du coup, les personnes en situation de handicap? C'est quoi l'objectif des 6%, ou en tout cas, c'est quoi c'est ça, toi, ton critère? C'est cet objectif-là qui est nourri ou pas spécialement Alors, c'est vrai que dans les hôtels, même dans le monde, on est à 6% de taux d'emploi dans les hôtels, plutôt à 4% sur les sièges. On fait attention à ce critère du taux d'emploi, parce que derrière, il peut y avoir ben, différents aspects. Je pense à des hôtels qui parfois sont à 3% de taux d'emploi, mais qui font des choses extraordinaires, qui ont pu embaucher et intégrer des personnes en situation de handicap, qui s'en occupent, qui les font progresser et tout ça, et voilà, qui font beaucoup de choses. Et d'autres hôtels qui peuvent être à des taux plus importants aussi historiquement au niveau de l'hôtel, aussi parce que le taux d'emploi, c'est pas forcément quelque chose aussi de tout le temps réjouissant en disant enfin super, l'hôtel a un taux d'emploi. Ah ouais, c'est une personne qui a eu un cancer, c'est une personne qui revient de maladie, c'est une personne qui a eu un accident de travail, qui a eu voilà, c'est ça aussi voilà. Et là, les actions après dans ces situations, c'est aussi le maintien dans l'emploi, comment on peut adapter après les postes de travail et justement faire en sorte que les personnes évoluent dans l'entreprise. Ok. Comment on fait pour sensibiliser, du coup, toi, c'est quoi c'est des actions de terrain? Tu vas rencontrer les personnes? Oui, oui, pour moi, la meilleure méthode, c'est d'aller sur le terrain, Ok. d'aller à la rencontre de nos hôtels, de nos collaborateurs, et aussi d'aller aussi à la rencontre des associations pour les personnes en situation de handicap qui les accompagnent, ainsi que d'aller aussi dans les écoles, spécialisées pour les personnes en situation de handicap. Et c'est en allant sur le terrain qu'on arrive à sensibiliser et qu'on arrivera aussi à rendre cette société inclusive pour toutes les personnes qui ont un handicap. Et est-ce que tu sens l'évolution? Toi, tu es arrivé à la mission handicap il y a combien de temps? 2 ans, 3 ans? Il y a un an et demi, un an et demi, c'est ça? Oui. Oui. Avec 1 an et demi. Oui, Parce que on va regarder. Et est-ce que tu vois l'évolution? Est-ce que tu as senti un changement de regard? Tu travailles au siège? ouais. Et tu sens que les choses évoluent? Moi, je sens que déjà nous c'est d'accord. Je sens qu'il y a une très grande évolution et aussi cette envie de, de, d'inclure les personnes de handicap dans le monde du travail, qui est encore dans tout, dans tout type de poste. Et aussi, on a cette volonté, c'est ce que je ressens avec Christian, c'est d'accompagner ces personnes étape par étape dans leur projet professionnel. Et oui, je peux te dire, je peux te confirmer aussi, de dire oui, oui, ça avance. Il faut qu'on soit ensemble. C'est ensemble qu'on peut avancer cette société et rendre inclusif. Merci pour ton message qui montre bien la volonté. Et bravo, parce que pour le coup, je vois bien l'évolution. Ouais. Alors, je l'ai vu de loin, je suis pas avec vous au quotidien, mais notamment sur la question des hôtels et des labels. Au moment des jeux, quand tu prends le téléphone pour appeler les hôtels et pour dire tiens, en fait, il faut rentrer dans la démarche, etc., ça peut surprendre en fait.
quand on ne connaît pas le sujet, parce que c'est un ordre qui vient, toi, bah, tu es concerné. Donc, tout de suite, ça doit créer un petit électrochoc où il ne doit pas y en avoir beaucoup qui osent te dire non. Mais c'est chouette. Toi, Christian, vous travaillez étroitement avec Célestino, vous êtes quotidiennement ensemble. Ça a changé quoi pour toi dans ta perception du handicap, de la vie, du quotidien, d'être au quotidien avec Célestino? Déjà, Célestino disait qu'il était depuis 1 an et demi, mais c'est tout un parcours avant. Quand j'ai débuté à Mission Handicap en 2020, première chose que j'ai fait, c'est présenter comme ça, mais j'ai été dans une école par l'intermédiaire d'une association comme Arpège qui met en lien donc les entreprises avec les écoles dédiées au handicap ou les classes ou voilà. Et j'ai été dans l'école de Célestino, donc pour préparer les élèves en fait aux entretiens d'embauche, à préparer les CV, etc. Et j'ai eu un entretien avec Célestino et qui me disait ah ben j'ai pas dormi de la nuit. Moi je dis pourquoi? Moi je suis là pour toi, pour t'aider, pour t'accompagner, voilà. Et on a eu un échange, si tu te rappelles, assez touchant et qui m'avait marqué à ce moment-là. Et on s'est revus 1 an et demi après, donc sur un salon de recrutement, dédié emploi, handicap et sport. C'était dans la mairie du 13e. Ah ben c'était Find a Job chez Hugo Duval. Tout à fait. Et j'ai revu Célestino à ce moment-là. Et Célestino m'a dit qu'il était diplômé du bac, donc de gestion administrative, c'est bien ça. Tu m'arrêtes si je me trompe. Voilà, et qu'il cherchait un travail. Alors, j'ai pu te dire, tu n'hésites pas à me couper, que pourquoi il ne poursuit pas ses études. Voilà. Et qu'est-ce que tu m'as répondu quand je t'ai dit que voilà, de poursuivre tes études? Que c'est plus. Qu'est-ce que c'était? Tu te souviens pas? Non, pas du tout. Tu m'avais dit à ce moment-là que c'était trop compliqué, Ouais. qu'il y avait des collègues à toi qui avaient essayé et qui ont dû arrêter et qui étaient en situation de handicap moins important que toi. Donc, voilà, et que tu souhaitais travailler. Donc, voilà. Alors, après, on a fait tout un parcours, à commencer par le duodé. Donc, le duodé que tu as fait la première année, avec quelle équipe? Ah ouais, on va critique. Marketing. On va critiquer. Voilà, donc c'était ce lien accord qui se créait. Et ensuite, tu as fait différentes périodes de stage qu'on appelle les PMSMP, les périodes de mise en situation en milieu professionnel, donc dans une équipe au niveau des ressources humaines. Mais juste avant, j'avais fait un autre dossier. Avec Jean-Jacques Morin qui était directeur financier du groupe. Ok. C'est ça? Oui. Et ça t'avait plu, ça? Ouais. Est-ce que parce que le rôle de la mission handicap, c'est une mission handicap qui est très dynamique. Vous allez beaucoup sur le terrain, toi, Christian. Tu es toujours en train de faire à chaque fois que je te vois, tu reviens d'un marathon, d'une course, c'est très dynamique. Est-ce que ça, c'est le bon mix pour toi qui t'a attiré aussi dans ce travail-là, Célestino, de à la fois être sur des choses très stables et bureautiques et en même temps d'être sur le terrain, quoi? Ouais. Mais moi, ce qui m'a attiré, c'est le travail de Christian. Ouais. Je dis qu'une mission handicap qui est très sur le terrain, qui va au contact. Ça, cette mission handicap, c'est ça qui m'a attiré aussi dans ce poste. Et pour compléter, effectivement, ce duodé avec Jean-Jacques Morin a pu aider aussi, donc à connaître mieux le groupe et tout ça. Et surtout, l'idée que tu as eue après, c'est de dire, voilà, l'année prochaine, c'est moi qui organise le duodé avec toi. Et avec notre période de stage, PLSMP à nouveau, donc d'une nouvelle durée de 1 mois. Là, on a fait un petit peu bouger les lignes parce que normalement, la deuxième période de PMSMP, ça doit découler sur une embauche. Donc, on a dit, voilà, le plus important, c'est qu'ils puissent avoir cette nouvelle expérience.
et surtout que l'idée était géniale, quoi. Donc, d'avoir fait le Duo Day et puis de dire, bah voilà, je vais organiser la semaine européenne des personnes handicapées et donc le Duo Day avec moi. Et c'est là que bah, il a fait un super travail, quoi. Donc, un super travail, c'est Poliette de pouvoir, au travers de tous ces dispositifs qui sont des, des termes un petit peu qu'on connaît peut-être pas suffisamment, mais au travers de ça, donc de pouvoir mettre un pas dans l'entreprise et puis montrer ses compétences, hein, montrer ses compétences et les démontrer et puis et de continuer après, parce que après, ce qu'on a fait, on avait mis en place un partenariat avec Simplon pour embaucher 14 personnes en situation de handicap sur les métiers du numérique, partagés entre le siège et les filiales en Pense. Voilà, et c'était un dispositif, tout un parcours aussi, hein, de 2 ans, et qui, dans ce parcours, il y avait des périodes opérationnelles à l'emploi, hein, donc, et au moment de la signature de la convention, il y avait la GFIP, puis il y avait France Travail, c'est ça qui était présent. Et j'ai dit, bah voilà, maintenant on a signé les conventions, il y a tout est défini, mais Célestino, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour Célestino? Et c'est là qu'on a mis un peu le même dispositif, cette période opérationnelle en emploi, hein, donc qui est une formation en situation de travail, donc de 400 heures où il était avec moi pour continuer à se former et donc et à faire son expérience en entreprise. Et suite à cette période, voilà, ben, on a fait ce contrat en alternance pour permettre à Célestino de poursuivre ses études parce que c'était sa difficulté au départ. Mais je pense que les freins à pouvoir poursuivre les études peuvent être un handicap sur le handicap, et lever ce point-là en reprenant sa formation tout en étant dans l'entreprise, hein, peut permettre lui. Et tu as eu ton diplôme, Célestino? Ouais, ouais. J'ai réussi mon diplôme Bravo. d'assistant comptable. Donc là, tu es assistant comptable et Ouais, c'est dans la mission handicap, et du coup, tu continues là encore les études? ouais. Ok, mais tu vas faire un bac plus. C'est ça l'objectif? Là, là, je suis actuellement en formation assistant RH. Ok. Bah, pourquoi RH? Parce que c'est une formation qui me plaît. Ok. Et au-delà de la formation, ce qui me fait, c'est le contact humain qu'on a avec les candidats. Surtout pour moi, à la maison, on dit que c'est le contact avec les candidats en situation de handicap. Et c'est là qu'on apprend les difficultés de chaque personne qui ont à trouver une formation ou bien un emploi. Et moi, nous me sens bien dans cette thématique. Parce qu'à un moment donné, à un moment, moi aussi, j'étais dans le même cas. Mm. J'ai fait mon baccalauréat, mon bac. Et j'étais au terminal. Et comme tu sais, pour aller sur Parcoursup, Parcoursup pour faire des niveaux pour poursuivre dans les études supérieures. Et je me souviens bien de ce moment. J'ai préparé mes vœux et j'ai envoyé ma lettre de motivation pour la formation. Et j'avais que j'ai toujours soutenu le handicap. Mm. Le handicap. Mais les aménagements. Et là, je suis plein, plein, plein de refus. De refus à l'accès aux études supérieures.
que une idée que à un moment donné, il était découvert de vie. Bien sûr. T'étais en école adaptée avant ou en école intégrée? En école adaptée. En école adaptée. Regarde dans mon été situé à Garce. Donc, j'étais et mon ami, mon camarade de classe, a été accepté pour un BTS de comptabilité. Il avait moins de l'handicap. On peut dire ça. De difficultés au niveau de la classe. Et il y a beaucoup plus Et de mon idée. aujourd'hui, ce camarade ou cette camarade, il est où? Il fait quoi? Le camarade, il avait des commencé le BTS. Il était dans leur fille. Ouais. Et au bout de 2 3 mois, il a abandonné. Et lui, il dit, pourquoi t'as abandonné? T'étais motivé, t'étais un vrai dingue. Pour dire, c'était un dingue du travail. C'est le mec qui bossait, qui avait des réponses à tout et tout. Bref, je lui dis, pourquoi t'as abandonné l'Allemagne? Je suis devenu un Pinterest. Personne ne me qualifiait. Les profs ne pouvaient pas encore contre l'handicap. Et comme ils avaient moins de difficultés au niveau de votre société, ils n'avaient pas L'adaptation est quoi? de ARE. À l'âge. Non, l'inflexion qui était. Ah, DATSEM. Enfin, les aides, je sais pas comment c'est. Ouais, C'est ça, je trouve. ARE. Oui, DATSEM, par exemple. Et là, je me suis dit, comment ça se fait? Pourquoi? Pourquoi l'inclusion des personnes handicapées ne passe pas dès l'école? Bah écoute, c'est les stylos, t'as les mêmes propos que Sophie Cluzel, donc tu finiras peut-être une liste. Non mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que donc l'épisode dedans, j'ai eu la chance d'accueillir Sophie Cluzel, et on a beaucoup parlé de ça, et notamment son point de vue, c'était que ça passe par l'école, et en fait si on veut changer le regard de la société et nos sociétés, c'est au niveau de l'éducation que ça se passe, au niveau de l'école, des apprentissages, tant pour les élèves et surtout pour les professeurs. Parce que ce que tu dis, c'est aussi bien que ton camarade, bah, en fait, il avait le niveau et donc il a passé son bac comme quoi, vous l'avez réussi, il part en BTS, très bien. Mais si le corps enseignant n'est pas en capacité d'accueillir ça, si personne n'est là pour comprendre comment ça doit fonctionner et adapter au mieux, eh ben, en fait, on crée une déviation. Et en fait, il y a un moment, on imagine bien le combat que c'est au quotidien. Et en fait, souvent, c'est ce qu'on essaie de dire aussi, de faire passer comme message quand on parle d'emploi. C'est que bah, c'est les stylos, les combats que toi, tu as dû mener pour en arriver là. Et je pense que un jour, tu finiras en commercial, je suis d'accord, parce que visiblement, tu as une bonne capacité à vendre le truc. Bah, en fait, c'est juste un mindset de folie. Et après, by the way, tu as une situation et des besoins spécifiques, mais c'est OK, quoi. J'ai une question avant pour toi, et après, j'ai une question pour toi, fils. Célestino, qu'est-ce qu'ils en pensent, ton entourage, ta famille, quand tu dis tiens, on va aller prendre l'avion pour aller au Real de Madrid, ou on va aller, je vous amène chez Accor parce que c'est là où je travaille. Qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça et de ton parcours? Déjà, mes parents, ma famille me soutient. Me soutient à 100%. Et après,
Et après, je pense que c'est une réussite pour moi. Pour moi, c'est une réussite que t'as eu malgré les difficultés. Et, et le mythe pour te dire, c'est un pur hasard. J'ai eu le même retour que mes parents. De la part de mes anciens professeurs. Bah, c'est pas vraiment un hasard, je pense. Je pense que tout le monde doit être très fier de toi parce que la volonté, là, je crois qu'il y a... Ouais, ouais, ma réponse que je donne à mes parents au corps enseignementaire de me prêter dans le lycée, ainsi que aux entourages de personnes, aux amis et tout qui me posent des questions, qui me disent que t'as réussi et tout. Je leur dis, d'abord, la réussite, ouais, j'ai réussi. Mais comment j'ai réussi? Par l'accompagnement du groupe accord. Avec le groupe accord a si valorisé mes compétences et mon envie d'apprendre, c'est-à-dire de continuer d'apprendre et de faire ce poste qui fait que l'accompagnement du groupe accord de Christian m'a permis aussi d'avoir l'opportunité de, comment on dit, Ah. de rentrer dans une entreprise, de côtoyer des collègues géniaux, et aussi dans la même occasion, j'ai eu aussi l'opportunité de continuer la formation en ligne qui est adaptée à moi. Et tout ça se fait à travers un accompagnement et de la reconnaissance de la capacité de la personne et ses compétences. Et ça, c'est le groupe accord à bien compris cela. Et dans l'occasion, je remercie aussi en live Christian qui m'accompagne chaque jour, qui m'a accompagné du début à la sortie d'école jusqu'à maintenant. Là, j'ai obtenu mon titre en comptabilité, assistant comptable. Ça aussi, avant je n'y croyais pas. Et que ça m'a donné cette occasion, ce temps unique de continuer d'avoir ce diplôme. Et maintenant, d'ancienne sur un autre diplôme, assistant RH. Et tout ça s'est fait grâce au groupe Accord, mon entourage, ma famille. Et c'est Un petit peu toi aussi, quand même. un, un petit peu moi. Et c'est ça. Et c'est ça le message de la crise. C'est hyper fort. Christian, quand t'entends ça, toi, Ouais. quand t'entends les mots de Celestino, ça te provoque quoi? Ça me provoque que souvent, on va faire des témoignages auprès de, par exemple, des anciens élèves, enfin des nouveaux élèves dans son école. Et c'est Célestino qui témoigne. Et c'est les meilleurs messages qu'il puisse faire passer. C'est que il fait passer les messages de la persévérance, de ne rien lâcher,
les recherches d'emploi, de stage, d'alternance, ça passe aussi par des échecs à un moment, mais il faut toujours faire aller de l'avant, hein, je pense. Et puis, et à un moment, j'en ai eu marre, je lui ai embauché. Là, il va sonner. Développeur harcelé. En fait, si vous voulez vous faire embaucher chez Accor, harcelé, question pour ça. Et non. Puis on va, des fois, on était dans dans un mésat à témoigner aussi auprès des personnes qui sont dans le dispositif de l'emploi accompagné. Et Célestino apportait son témoignage. Et je pense que ce témoignage est plus fort un petit peu que si c'est moi qui l'exprimais, hein, parce que voilà, les personnes me disaient que ça leur a redonné confiance aussi en l'entreprise. Et Célestino, ce qu'il ne dit pas des fois, mais c'est que quand il se présentait à des entretiens, il arrivait à l'accueil et puis on lui disait, mais c'est même pas la peine d'aller à un entretien, quoi. C'est ces barrières qu'il y a, voilà, qu'il faut lever. Et maintenant, c'est Célestino qui m'apprend des choses. Sur le digital, il est hyper fort, donc sur l'intelligence artificielle et tout ça. Et donc, c'est un partage aussi de compétences. Il m'apprend des choses. Et puis, Célestino est presque plus connu que moi chez Accor. Aussi, c'est une fierté pour tout le monde, pour les collègues chez Accor et tout ça, de le croiser. Il dit bonjour à tout le monde, il connaît tout le monde et tout ça. Et donc, et des fois, on se pose la question avec Célestino, mais pourquoi on fait ça? Parce que des fois, on va des écoles aussi pour former les professeurs. Voilà, parce qu'il y a des écoles qui intègrent des nouvelles classes Ulysse. Et puis, j'avais été avec Célestino, avec Hakim Areski aussi, qui est médaillé d'or aux Jeux paralympiques de Cécifoot, qui travaille dans un hôtel chez Accor aussi pour faire des actions aussi comme celle-là. Et puis, on se dit, mais pourquoi on va en région parisienne, etc. On serait mieux derrière un écran, etc. Mais voilà, il faut aussi, si on veut faire avancer les choses, aller au-devant de différentes situations pour en faire boucher. Et donc, ça me touche effectivement ce que dit Célestino. Ouais. Ouais, parce qu'on sent que ça va au-delà de la question du travail, en fait, donner sa chance à Celestino là où plein d'autres lui ont fermé la porte. Et j'imagine que encore aujourd'hui, même dans un groupe comme Accor où on fait face à des individus, il y a forcément des jours où c'est plus compliqué, ou des personnes qui vont moins bien recevoir le message parce que en fait, là, on touche à un truc qui est très personnel. Toi, en tant qu'individu, en tant que personne, au-delà des fonctions et tout ça, est-ce que tu pensais vivre ça un jour? Est-ce que tu pensais que le parcours que tu as eu chez Accor, parce qu'en plus Accor, ça fait partie des groupes où c'est une aventure, enfin je sais pas depuis combien de temps tu es chez Accor, mais généralement la moyenne est assez haute en termes de... Ça fait 30 ans que je suis chez Accor. Voilà. T'avais imaginé un jour que ton quotidien, ce serait ça, et que tu pourrais vivre des émotions aussi fortes? Alors, j'ai toujours essayé au cours de ma carrière, au départ c'était les ressources humaines, sur le handicap en 2020, mais d'avoir des actions un petit peu, c'est l'entreprise a sa raison d'être, moi aussi peut-être, voilà. Et, c'est, je veux dire, dans ce qu'on peut faire en tant que collaborateur d'un groupe comme Accor, c'est le travail que l'on fait n'est pas suffisant. Aussi, il faut, je veux dire, avoir des actions comme celle-là qui font partie d'un ensemble de choses qui font que on est un artiste, comme on les appelle sur Accor, c'est le cœur. Et puis le côté artiste aussi, voilà, d'excellence opérationnelle aussi de l'autre côté. Mais voilà, c'est aussi dans l'ADN un petit peu du groupe, cette bienveillance aussi, voilà, qui existe dans le groupe et qu'on ressent beaucoup. C'est des métiers d'hospitalité et voilà. Et est-ce que ton regard sur le handicap et sur ces situations a changé depuis que tu as pris ce poste-là, sur handicap? Et puis évidemment, j'imagine qu'au quotidien avec Célestino, tu as dû vivre deux, trois petits questionnements au début, et puis maintenant peut-être moins, mais tu sens que toi, ton regard sur le handicap a changé? Oui, parce que, comme je disais, j'intervenais dans le domaine des ressources humaines sur ce sujet aussi des handicaps, mais quand j'ai pris ces fonctions, je montais en compétences parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes et j'ai fait une formation pour aussi mieux connaître
l'écosystème un petit peu du handicap, aussi comment aborder le handicap. Et j'ai beaucoup appris. Voilà, c'est très riche, voilà, de rencontrer, de connaître des personnes, de voir que derrière le handicap, il y a beaucoup de compétences, il y a des compétences des fois différentes, et ça m'amène justement dans cette évolution. Comment faire, je veux dire que on peut se retrouver des fois avec des personnes qui sont exclues, et comme je dis souvent, même avec Célestino, c'est un fil qu'il y a un soir, on bascule dans ce monde du travail, et je vois les progrès que réalise Célestino depuis qu'il travaille. Et s'il n'avait pas travaillé, quelle aurait été la situation d'isolement, d'exclusion, de régression sur le handicap et tout ça. Et voilà, et comme je me permets de le dire parce que Célestino le disait récemment, donc on avait du mal à le comprendre, voilà, donc il y a quelques années. Et maintenant, voilà, la question se pose même plus, hein, donc c'est ça aussi, voilà. Et je continue à travailler un peu sur ces sujets avec des partenariats comme on a avec Handiwork, parce que il y a, par exemple, le secteur dit protégé avec les ESAT, établissements de services d'accompagnement par le travail, des instituts médico-éducatifs. Les personnes ont pu être orientées, et ce n'était pas une volonté de Célestino, puisqu'il voulait travailler en milieu ordinaire, et donc de créer des passerelles avec les hôtels. Et on a créé ce dispositif qui permet à les personnes de venir une demi-journée par semaine dans un hôtel, mais pendant 10 mois, hein, sur un rythme qui convient aussi aux personnes pour créer ces liens avec l'hôtel. Là, c'est presque 100 personnes depuis ce partenariat que l'on a, qui ont permis de découvrir et de développer les compétences sur les métiers de l'hôtellerie, car ils sont accompagnés par un formateur ayant les compétences sur le handicap et les compétences sur les métiers de l'hôtellerie, qui fait le lien en quelque sorte avec les équipes de l'hôtel. Alors non seulement ça apporte énormément aux personnes, même qui ne veulent pas continuer, mais d'avoir cette vision du travail dans un hôtel, mais ce que ça apporte au niveau des équipes. Les équipes ne sont plus jamais les mêmes, de créer cet attachement, de recevoir les personnes. Hier, j'étais en échange, je faisais le point sur les hôtels qui sont dans ce dispositif en ce moment. Et puis, quand les personnes ne sont pas là parce que c'est les vacances scolaires, etc., c'est un manque pour l'hôtel, parce que voilà, il y a cet attachement, etc. Et ce développement des compétences aussi pour les personnes qui peuvent découvrir aussi un talent qu'ils peuvent avoir sur un certain métier, et pouvoir ensuite poursuivre vers ce métier. Et voilà, on vise à développer cela pour, je dirais, adapter les postes de travail à la personne. Et pour moi, c'est ça qu'il manque, parce que on peut avoir dans les entreprises des définitions de fonctions, mais quand il y a des candidatures qui ont peut-être des compétences différentes, les deux ne matchent pas. Et donc, si on redéfinit un petit peu tous les postes en disant, voilà, la personne va pouvoir faire telle et telle tâche, peut-être 60% du poste, on les met sur ces tâches-là sur lesquelles elle sera productive. Il ne faut pas avoir peur du mot, mais voilà, pourra bien effectuer ses tâches. Et donc, ça crée moins de problématiques, parce que les tâches qu'elle n'aurait pas pu faire ne se répercutent pas sur les autres personnes. Ça oblige quelque part à réorganiser le service et le mode de fonctionnement. Et ça, on le fait aussi avec d'autres structures comme Biscornu, avec Chameleon. On voit le modèle aussi de Café Joyeux, hein, donc, qui montre aussi que tout la joie que ça peut apporter aussi de faire travailler des personnes en situation de handicap. Vous avez un beau partenariat avec Café Joyeux sur les transatlantiques et Vendée Globe. Donc là, ils viennent de finir la course. Alors maintenant, c'est plus Jacques Vabre, c'est Café d'Or. Transat Café d'Or. Et il prépare le Vendée Globe. C'est Nico Desté qui est capitaine pour Café Joyeux là-dedans. Et Accor a embarqué. Alors avant, c'était moins visible. Et puis là, sur le nouveau bateau, sur la voile, on a vu Ibis apparaître. C'est un positionnement de marque. Donc c'est pas Accor, c'est Ibis qui intervient. Il y a un lien stratégique là-dedans, parce que Café Joyeux, ils sont sur les Champs-Élysées. Je crois pas que Ibis soit sur les Champs-Élysées. Et du coup,
il y a un lien. En fait, j'ai trouvé hyper intéressant en tant que spectateur de voir euh, euh, Dan des Cafés Joyeux qui a une vision, je pense, très avant-gardiste, en tout cas qui fait partie vraiment du coup d'après, tout le temps. Là, il vient de monter le centre de formation. Enfin, il y a vraiment une vision très claire de comment on fait bouger les choses. Et les Cafés Joyeux, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on tourne la tête d'un coin de rue, on en voit un pousser. Et Ibis, qui, de ma perception client, est une marque qui s'installe dans la vie des gens, qui est plutôt citadine et plutôt, je sais pas dans quelle classe elle est, mais en tout cas, c'est du moyenne gamme, standard de gamme, je sais pas comment on dit, économique, marque économique, voilà. Je connais pas tous les mots, c'était il y a longtemps que j'étais porté Ibis. Et, et eux vont là-dessus, sur la Transat. Est-ce que tu sais, c'est pas ton domaine, alors je sais pas si, mais est-ce que tu sais ce qui les a poussés à aller là-dessus et pourquoi c'est Ibis qui s'installe Donc, chaque marque, bien sûr, a sa stratégie. Voilà. Ibis, on connaît Idisport, hein, sur le sport, etc., mais ont beaucoup d'engagement sur l'ascenseur social, hein, le progression. Et ce partenariat est une opportunité pour les marques Ibis de renforcer toutes les actions qu'ils ont sur ce sujet. On va peut-être en reparler, mais on avait fait des vidéos dans notre plan handicap pour l'accueil des clients en situation de handicap, un e-learning, avec au centre ces vidéos. On avait pu faire des vidéos avec des collaborateurs accords comme Aki Mareski pour le handicap visuel, Rose Penel, que tu connais aussi, sur le handicap auditif. Rose qui était à la mission handicap d'accord. Moi, c'était une des premières visios qu'on a fait, il y avait Rose dedans. Exact. Et quand on allait sur ce forum dans le 13e arrondissement, ce premier forum aussi, elle recevait les personnes pour faire des entretiens en langue des signes. Voilà, c'était génial. Et puis, Michael Jérémiaz, qui nous apporte aussi sa vision depuis de nombreuses années et nous accompagne sur les sujets de handicap. Mais on n'avait pas, parce qu'on ne savait pas forcément comment le faire, de vidéos pour montrer des parcours clients en situation de handicap sur le handicap mental et cognitif. Voilà. Et là, maintenant, cette opportunité de partenariat de Ibis avec Café Joyeux va nous permettre aussi on va tourner la semaine prochaine une vidéo qui va compléter justement ce parcours de formation pour l'ensemble des collaborateurs dans le monde qui vont pouvoir savoir comment mieux accueillir tous les clients. Ah, c'est génial. Ça veut dire que donc les jeux ont permis ça, de faire de la sensibilisation in situ. Pour le coup, je trouve que elle marche super bien les vidéos. Nous, on avait fait il y a quelques années des vidéos sur la boucle magnétique, mais l'expérience client globale et les explications de Michael, Rose, Hakim sont juste incroyables parce qu'on sent que c'est fait par accord, c'est opérationnel, c'est très opérationnel. Et sur OPS. Et du coup, dans l'héritage des jeux, vous avez gardé ça et vous augmentez encore le dispositif. Et deux, si je comprends bien, ce que tu as déployé, en tout cas ce que vous avez déployé en France, commence à irriguer l'international. C'est ça. Hein, cette formation donc, est ouverte maintenant globalement dans le monde. On l'a traduite un premier temps en anglais et elle va être traduite avant 12 langues pour pouvoir, je dirais, former tous les collaborateurs dans le monde. Pas s'arrêter en se disant, voilà, il peut y avoir des réglementations différentes parce que la façon d'accueillir tous les clients partout dans le monde doit être libérée par le travers de cette formation. Et donc, je dirais qu'on parlait d'emploi, mais le fait de former les équipes, d'avoir ces vidéos au centre, mais aussi des généralités un petit peu sur le handicap, permet aussi et on s'en aperçoit, de déclencher des actions sur l'emploi, où les hôtels disent, voilà, moi je suis volontaire pour mettre des actions aussi, pour embaucher dans mes équipes. Voilà, ces deux sujets, clients et emploi, travaillent ensemble et parallèlement, hein, tu le dis souvent aussi, Célestino. Donc ça, c'était ce plan handicap, c'est la formation que l'on déploie à l'international. Ensuite, c'est la labellisation tourisme et handicap. Voilà, certification, labellisation des hôtels. On a 600 hôtels en France dans la démarche, 160 qui sont actuellement officiellement labellisés. On continue ce plan et on le renforce et on le déploie aussi à l'international. Pas de la même manière parce que ce label n'existe pas forcément dans d'autres pays, mais on va pouvoir faire
une auto-évaluation de tous les hôtels dans le monde pour savoir où on se situe sur tous les handicaps visuels, auditifs, mentaux et moteurs. Voilà, savoir et c'est la première base pour, encore s'améliorer, je dirais, de savoir où on en est pour progresser et c'est pas uniquement des sujets d'accessibilité, c'est des sujets d'expérience client. Voilà, on peut aussi, dans cette auto-évaluation, parler des innovations parce que c'est le troisième point de ce plan donc formation, certification, innovation. Innovation pourquoi? Parce que c'est pas une fin en soi, mais c'est pour que les clients soient plus autonomes dans les hôtels, tous les clients et bénéficient des mêmes services, dans les hôtels donc on déploie des solutions comme dans cet hôtel qui a beaucoup de solutions en place, des solutions, quand on arrive dans l'hôtel, c'est déjà la signalétique des places handicapées qui est différente aussi, qui ne représente pas que le fauteuil roulant. Après, oui, la balise sonore, c'est Iléna. Iléna qui a fait des beaux dessins sur des athlètes et de la mise en situation qui va au-delà du fauteuil roulant. Et puis, c'est une signalétique qui est dynamique, positive, qui donne un autre regard sur le handicap. Ensuite, on a la balise sonore sur cet hôtel, donc déclenchée par les télécommandes universelles, c'est ça Télécommande que vous avez fournie aux athlètes, à tous les athlètes. On avait fait une opération ensemble pendant les Jeux avec la fourniture de téléco. Ouais, toutes les athlètes tricolores et puis aussi donc à l'entrée de l'hôtel pour décrire l'entrée où se situe la réception, voilà, décrire l'entrée de l'hôtel ou déjà savoir qu'on est dans le bon hôtel. Voilà, ensuite, eh bien, à la réception, on peut bien sûr la boucle magnétique pour, je veux dire, se connecter aux appareils auditifs. Voilà, après c'est la solution Evolity et pour pouvoir se diriger dans l'hôtel, aller jusqu'à sa chambre ou aller dans les autres espaces, etc. Est-ce que vous êtes venu à la suite présidentielle avec Evolity? Non, on était à Pompaly, mais on aurait pu. Voilà, et plein de solutions comme ça, voilà, qui voilà, je dirais aussi permettent aux clients de se sentir considérés. Donc, voilà, tiens, on a pensé à moi, voilà, des solutions, etc., que je peux utiliser. Et ça permet, je veux dire, aussi de regarder la cible aussi que ça correspond, parce que ces personnes en situation de handicap, c'est 15 à 20% de la population, c'est 1,2 milliard de personnes dans le monde. Voilà, peut-être qu'ils ont des freins justement au voyage, au tourisme, etc., parce que les solutions sont pas adaptées. Nous, c'est de dire aussi, venez dans nos hôtels parce que voilà, on met des choses pour bien vous accueillir. Voilà, et de se dire aussi, voilà, il y a les proches aidants, tout le monde est sensible à ce sujet. Et l'étape d'après, c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment aussi, c'est le communiquer au client, le faire apparaître sur notre site de réservation all.accord, de se dire, tac, cet hôtel est labellisé, tourisme et handicap. Et ça crée de la différence, le choix des clients de se dire, là, je vais privilégier un hôtel qui est labellisé parce que, voilà, Tu travailles ta marque employeur, tu travailles l'identité de l'hôtel, et puis tu travailles un ROI et de la performance économique, parce que votre métier quand même dans tout ça, c'est de louer des chambres d'hôtel et d'apporter des services sociaux. C'est pas un sujet tabou et au contraire, donc le marketing qui s'approprie ces sujets-là, en fait, fait progresser beaucoup les choses et il faut qu'on en arrive là justement, plutôt que comme ça peut se passer actuellement. Moins on en fait, moins on va être vu. Voilà, il y a des lois qui sont peut-être applicables, mais voilà, on va pas trop bouger. Non, c'est montrer cette dynamique de progrès dans lesquelles on peut s'inscrire et qui fait progresser ce qui doit l'être en quelque sorte. Ouais, puis je crois que le groupe Accor a toujours été en avance de phase. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, du début de la prise en compte écologique, où on a commencé à voir dans les salles de bain d'hôtel des petites pancartes qui disaient attention, si vous restez plusieurs jours, peut-être utilisez pas 4 serviettes par jour parce que d'un point de vue écologique, c'est pas OK. Et ça, le groupe était un des premiers en fait à aller là-dessus. En tout cas, moi de mes souvenirs, c'était à l'époque où je travaillais chez Novotel dans les années 2000. C'était vraiment très en avance de phase. Et j'ai l'impression que sur ce sujet de la prise en compte, c'est rassurant de savoir que c'est pas un social care, mais que c'est plutôt
une question d'expérience client. Oui. En fait, d'entendre parler client et handicap il y a 20 ans, ça n'existait pas. Et c'était voire limite interdit. De pouvoir commencer à communiquer dessus. Nous, on a fait plein de choses. On avait fait un webinaire avant les Jeux ensemble où on parlait de la performance économique. Parce qu'en fait, quand tu es hôtelier et encore plus quand tu es franchisé, parce que quand c'est le groupe qui décide pour lui, j'ai envie de dire, vous faites ce que vous voulez, vous êtes une grande entreprise et donc vous êtes responsable et on voit bien les mots de Sébastien Bazin et le travail que vous faites au quotidien, on sent bien qu'il y a une volonté de faire avancer le sujet. Mais quand tu es franchisé, la question c'est qu'est-ce que j'investis versus qu'est-ce que me coûte mon hôtel? À un moment, c'est donc si on montre pas que c'est un sujet de performance économique, et si c'est toujours un centre de coût, ben, ça fait pas avancer le sujet et je trouve que là, on sent, cette énergie-là dans les chiffres. La Banque mondiale avait fait une étude, c'est 15 de business en moins pour les commerces et hôtels non accessibles. 15 de chiffre d'affaires en moins, c'est quand même pas rien. Taux de rebond 7 fois supérieur sur une clientèle en situation de handicap et pas né moyen, 40 plus élevé pour cette clientèle-là, ce qui s'explique par l'accompagnement, par les expériences et le partage, mais bien sûr. Et c'est souvent un sujet qu'on a. Je me souviens de Caroline Fruchot au tout début d'Atypique qui était venue et qui m'avait dit: «Mais tu sais, moi, un café ou un restaurant ou un hôtel où je vis une bonne expérience, ben, en fait, je finis par retourner plus que là». Parce que l'expérience est tellement dégradée ailleurs et aléatoire que du coup, si à un endroit on se sent bien, on y va et typiquement, Pullman, Paris-Bercy, depuis les travaux et depuis ce qu'on a fait, moi j'ai eu plein de retours de clients et donc c'est du business en plus et ça, je trouve ça génial. Les Jeux paralympiques, quand on a Thierry Marx qui dit: «Bah, en fait, pour l'UMI, c'est 30 de business en plus, pour la CHR, donc café, hôtel, restaurant, pendant, la période des Jeux paralympiques», bah, génial en fait, parce que là, tout le monde est content. Oui. Et je pense que c'est important de le dire. Ouais, de les mettre d'avant cet aspect-là. Justement, on a un petit gimmick, dans Atypique, c'est que l'invité d'avant vous a posé une question et vous poserez une question à l'invité d'après, sans que je vous dise qui est l'invité d'après. L'invité d'avant, c'était Sophie Cluzel et justement sa question, elle fait très bien le trait d'union. Sa question à Sophie Cluzel, c'était: «Est-ce que dans la stratégie, de votre entreprise ou de votre groupe», alors je sais pas si vous avez le droit, mais en tout cas, vous pourrez nous donner un avis sur la stratégie, mais est-ce que ce sujet du handicap est pris en compte d'un point de vue stratégique? Et est-ce que vous le voyez comme un levier, de performance ou, de business? Bon, je crois qu'on y a répondu un peu, mais je repose la question quand même, Alors, euh, je vais répondre au travers d'exemples de ce qu'on continue à mettre en place, mais ça répond à la question. On vient de mettre dans les standards des marques le fait que tous les hôtels dans le monde vont pouvoir s'auto-évaluer sur où ils se situent sur l'accueil des clients en situation de handicap. Les standards des marques. Donc là, ça devient, on parlait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut imposer, pas imposer. C'est pas la question d'imposer, mais c'est de dire, bah voilà, pour avoir telle marque, bah, il faut pouvoir savoir où on en est sur l'accueil des clients en situation de handicap. Et comme je disais, ça permet le progrès. Et également, quelque chose que l'on met en place, c'est que ça va faire partie aussi des objectifs des dirigeants de Accor. Et là, je veux dire, quand des actions comme ça sur le handicap s'infusent dans le fonctionnement du groupe, voilà, ça se déroule. ça met du temps, mais par contre, c'est Ça se déroule après et ça se met en place. Donc voilà, si on le met dans les objectifs des dirigeants du groupe, de Sébastien Merzin, de Socomex, des postes clés, etc., et déroulé après au niveau des autres postes, c'est que l'enjeu est prioritaire pour le groupe. mais je crois que là, c'est on ne peut plus clair. Célestino, tiens, est-ce que tu as une question pour l'invité d'après? Je te dis pas qui est l'invité d'après. Ça peut être une question ouverte, ça peut être une question fermée. La question que tu veux. Comment vous faites dans votre groupe ou dans votre établissement pour rendre l'inclusion, des personnes en situation de handicap? Comment on fait donc pour rendre possible
l'inclusion des personnes en situation de handicap dans son entreprise. Alors, comment ou qu'est-ce qu'on fait? Je me permets parce que si c'est pas une entreprise, du coup, ça ferait une question. Mais ok, très bien. Question, est-ce que tu aurais une question, toi, pour l'invité d'après ou pas? Euh, Voilà. Quelle action concrète l'intervenant peut mettre en place voilà, pour participer à l'inclusion des personnes en situation de handicap? Ok. Donc, on se la refait comme ça. Tu pourras couper, noter. Et donc, toi, Christian, est-ce que tu as une question pour l'invité d'après? Alors, je voudrais poser la question de savoir quelles sont les actions concrètes que l'invité suivant peut mettre en place dans sa structure pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Eh ben, ça fera 2 questions pour le prix d'une à l'invité d'après. Et ça sera parfait. Est-ce pour clôturer? Ben, vas-y, clôture. Pour clôturer, nous sommes dans un pôle baissé, pour le pas baissé, qui est aussi un hôtel labellisé tourisme et handicap étant tellement accessible pour les personnes et les clients en situation de handicap. Tu vois, tu vas finir en commerce. Donc, effectivement, Hôtel Pullman, pas merci, complètement labellisé, complètement accessible. Bravo, Célestino. Merci de nous le rappeler. Mais je pense que vraiment, là, les sales chez je sais pas dans quelle brique c'est, mais on sent que tu es passé par le marketing avant d'aller à la mission handicap. Célestino, Christian, un immense merci déjà de nous avoir permis d'être ici au Bordeaux, parce que c'est grâce à vous, et donc merci pour votre engagement et pour le soutien. Et puis un immense merci d'être venu au micro d'Atypique. J'ai hâte de la suite ensemble. Merci. Merci à toi.